Oui, moi je suis là par je dirais un pur hasard, hein, c'est la naissance d'un enfant différent, quoi. Ah bon. Mais c'est d'abord la naissance d'un enfant, quoi. C'est pas, même si on nous a annoncé que c'était une aberration chromosomique, hein, c'est exactement les mots qui nous ont été donnés. En fait, Marie et moi, on s'est dit non, c'est d'abord c'est un enfant et on a voulu offrir à notre enfant le meilleur qui soit, comme à son frangin, Mathurin. Donc Éléonore est née forcément avec une trisomie 21 et une cardiopathie qui l'a condamnée à 15 jours de vie au départ. Et puis après, ça a été le combat, à la fois le combat pour la santé, et puis ça a été le combat pour qu'elle puisse avoir un parcours en milieu ordinaire. Parce que quand on a un enfant différent comme ça, forcément, on aime bien en France mettre tout en silo et cloisonner. Un enfant avec une étiquette de trisomique, en principe, il devait faire une filière d'établissement spécialisé. Nous, on a refusé. Ça a été un combat. C'est allé même jusqu'au tribunal. On n'a jamais accepté les décisions qui avaient été données d'orienter Éléonore en milieu protégé. Alors, forcément, on ne l'a pas fait seul, on s'est mis en association. C'est comme ça qu'est né finalement ce mouvement. Et on a embarqué avec nous des parents qui avaient la même volonté du parcours ordinaire pour leur enfant différent, quoi. Pour moi, c'est clair qu'un enfant, quand il a un handicap, qui est mis tous les matins dans un taxi avec ses pairs, pour aller dans un établissement où il retrouve tous ses homologues, on lui rappelle à chaque minute qu'il est en situation de handicap et qu'il est comme ça. Donc en fait, on ne lui laisse pas la perspective d'évoluer ou de changer. C'est une condamnation, quoi. Alors, on va peser 80 grammes de beurre. D'accord? Alors, le beurre, il est ici. Alors, tu prends ta balance. Vas-y. Attends, vas-y, tu peux la poser. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur ça. Donc ça a été un très dur combat, notamment avec l'éducation nationale. C'était toute la période de scolaire très professionnelle, assez complexe. Mais finalement réussi, hein, je vais dire, parce que on a pu creuser des sillons inclusifs, je vais dire, dans une filière scolaire. Quand on demande à un individu de s'intégrer, on lui demande de faire des efforts et de se modéliser pour rentrer dans un système ou un environnement bien spécifique. Alors que l'inclusion, c'est l'environnement qui doit changer pour s'adapter à la spécificité des personnes. Et notamment, nous, par exemple, quand on parle de déficience intellectuelle ou de handicap, il s'agit bien de rendre un environnement beaucoup plus bienveillant, accueillant, de façon à ne pas mettre en situation de handicap la personne qui a une déficience. Parce que le handicap, c'est une situation. En fait, on est en situation de handicap quand on nous demande des objectifs qui sont supérieurs à nos compétences ou capacités. Et nous, on veut qu'elle avance jusqu'à ce qu'on appelle l'autodétermination, c'est-à-dire que quelle que soit sa déficience, une personne doit être à même de choisir et d'agir en fonction d'elle-même, et non pas en fonction, encore une fois, de cet environnement. Une personne qui a une déficience intellectuelle, elle va souvent répondre oui et ne pas s'opposer à une personne de peur de perdre de l'amour ou de décevoir. Moi, je peux être en situation de handicap quand on me demande de faire certaines choses que je ne sais pas faire. Donc, on n'est pas handicapé, non, on est en situation de handicap. Ce n'est pas un état définitif. Et quelle que soit sa déficience, on peut être en situation de handicap. Et l'intérêt de voir les choses de cette manière, c'est de regarder une personne, à ce moment-là, avec ses compétences. Et à partir du moment où on la regarde et où on cible ses compétences, forcément, elle va se développer. Et elle va avancer vers une autonomie. Alors on ne travaille pas ça seul. On a forcément des universitaires. On travaille avec une université de Trois-Rivières au Québec qui nous aide dans cette démarche, en fait. C'est-à-dire qu'une vraie réflexion sur l'inclusion, une vraie réflexion sur l'autodétermination, en fait,
notre travail, il est d'amener cette personne à ce qu'elle sache décider et agir en fonction d'elle-même, pour elle-même, tout en connaissant les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement. Mais quand on a réussi ça, ce pari-là, c'est-à-dire qu'on permet à une personne d'aller vers une véritable indépendance. Ils vont nous insulter, nos voisins, je crois. Nous, on était convaincus que la façon dont on regardait notre enfant, c'est ce qu'il allait devenir et être. Souvent, je dis, moi, Léonard a un frère, un matin, si j'avais pris le petit déjeuner tous les matins avec lui en pensant qu'il était imbécile, il serait devenu imbécile. Bon. Chercher à manger dans tout ça. Quand elle est enceinte. Ah, c'est qui le papa? Peut-être une résidence intergénérationnelle faite par un bailleur social qui en avait cette volonté. Nous, on a amené la dimension du handicap et de l'inclusion, en fait. Et progressivement, au sein de cet îlot, on a joué un rôle de médiateur avec les services civiques, avec le développement durable pour créer du lien social. Enfin, tu vois, donc on a plusieurs leviers comme ça qui permettent l'inclusion, le vivre ensemble et la prévention des solitudes. Quelqu'un qui a été, je vais dire, éduqué, qui travaille, bah, finalement après le rêve c'est d'avoir son chez-soi, quoi. J'ai pu rencontrer un type extraordinaire, quoi, qui était le directeur de Pas-de-Calais Habitat, hein, Jean-Michel de Stécoviat. Et bon, là c'était un visionnaire, quoi. Lui, il voulait faire de cette friche, qui était une ancienne clinique, une résidence intergénérationnelle. Puis on s'est très vite entendu sur un projet qui allait au-delà de l'intergénérationnel, avec des espaces partagés, une crèche d'entreprise, 32 versos. Ouais. Cette crèche a la spécificité d'être ouverte à 6h du matin et fermée à 22h, quoi. Donc, c'est ce qui nous a permis de développer la collecte de déchets fermentescibles, de faire du lombricompost en sous-sol. Forcément, ça veut dire qu'on ramasse des bioseaux, l'association ramasse des bioseaux, les vide, rend des bioseaux propres, c'est un petit seau vert dans lequel on met ces déchets fermentescibles. Et puis ensuite c'est mis dans des grands containers en sous-sol où tu as des lombriques, des vers de terre qui font le travail, qui font du compost. Et puis nous on récupère le compost, on récupère un jus qui est un engrais. Ça, on a une association de jardiniers avec qui on échange ça, puis on donne des citrouilles pour faire des ateliers culinaires. C'est tout simple. Donc les personnes trisomiques ou les personnes âgées, ils mettent tout ce qui est biodégradable dedans, comme l'herbe, le journal, tout ça. Ensuite, nous, on va dans les caves et on vide ces biossons dans des grands containers de verre. Et ces verres mangent les détritus et on obtient ensuite un fertilisant qui est reversé à une association de jardinage. Et pourquoi par rapport à l'entretien ou par rapport à... Par rapport à l'entretien, ouais. T'as la place et tout pour le faire? J'ai pas forcément la place, puis je suis encore chez mes parents, mais je veux dire, j'envisagerai pas à l'avenir de faire du compost, quoi. C'est Boucher. Mais on avait imaginé de faire une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, au sein de la résidence, qui fasse du service à la personne. Et on avait rêvé, nous, d'y employer des personnes en situation de handicap. Puis finalement, quand on est arrivé ici, on avait mis en place le kiosque, et puis on avait dit au trésor, ce serait sympa que vous fassiez le café et tout ça, quoi. Puis le matin, ils étaient autour de rôle, ils venaient faire le café. Et très rapidement, ils nous ont dit, bah attends, ils font rien, les petits vieux. Et c'est toujours nous qui faisons le café. On s'est dit, mais tiens, c'est vrai, ils sont en train de nous faire prendre conscience que c'est quand même pas logique, quoi.
C'est quand même pas logique. Donc, cette idée de société coopérative de services où on avait rêvé d'employer des personnes en situation de handicap, on s'est dit non, ça va pas le faire. Parce qu'ici, on est dans un contexte de vivre ensemble, et je pense qu'il est préférable pour un trisomique d'aller chercher du travail à l'extérieur, puis d'aller s'enrichir à l'extérieur, puis de ramener sa richesse ici pour la partager, que de se faire un petit truc clos. Donc on a arrêté cette idée. Mais voilà comment on avance. C'est-à-dire qu'on est une espèce de laboratoire, on se permet d'avancer, puis de se dire, attends, là, on fait erreur. On fait erreur, il faut peut-être voir les choses autrement. Ah, d'accord. Il était lourd. Il est beau. Ouais. On l'a fait faire à la boulangerie. Vous avez une jumelle. Ouais. Bah, sa maman, elle l'a commis. Ah bon? Ma mère, elle est tombée sur Sortant de ce cadre du handicap, la réalisation de l'association, moi aujourd'hui je la situe dans de l'innovation sociale, parce qu'en fait on est allé chercher des leviers très différents qui ont permis à la personne une inclusion sociale, une participation sociale, qui fait qu'aujourd'hui elles ont un vrai rôle dans notre société, à travers le travail, à travers leur engagement citoyen, à travers tout ce qu'elles peuvent faire et développer pour l'économie solidaire. C'est-à-dire qu'on est sorti du champ du handicap et on a mis la problématique à un niveau d'innovation sociale. C'est ce qui fait la particularité de Down Up. Moi, je ne me considère plus comme une association de parents d'enfants handicapés. À ce moment-là, on me reprocherait le fait de parler d'établissements et d'avoir condamné les établissements, quoi. Non. La famille n'est pas un établissement, donc il faut faire très attention. Donc ouverture, partenariat, réseau, pour moi tout ça c'est majeur, quoi. Et c'est un mouvement qui est en train vraiment de prendre racine, avec des parents qui disent non, ils n'iront pas en établissement, nous c'est le milieu ordinaire, et puis c'est une vraie revendication, qui peut s'appuyer maintenant sur des réussites. Parce que moi ici, sur les 11 résidents trisomiques, il y en a 11 à résider, il y en a 8 qui travaillent en milieu ordinaire en CDI. C'est absolument incroyable quand on me dit comment tu as fait. Ben non, comment j'ai fait? On est allé dans des entreprises, on accompagne, on explique à l'entreprise ce qu'est une personne ayant une trisomie 21. On a développé des technologies d'accompagnement, il y a des applications maintenant qui permettent aux gens de dialoguer, créer des communautés de pratiques, de bonnes pratiques. Enfin, on a mis tout ça en place parce qu'on a ouvert en fait, tout simplement.